Salut à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Hoop Culture avec mon camarade Pierre-Armand Samama dans la place. Comment ça va, Pierre? Je suis en pleine forme. Je suis ravi de te retrouver, mais on n'est pas seul aujourd'hui. On a un invité de grande marque et de grand talent. Exactement. Mon camarade, mon poteau, mon gars sûr des coups durs, Guillaume Laroche, directeur de la publication de Rivers Basket Session, celui sans qui on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui, parce que c'est lui qui est à l'origine, comme vous le savez, de toute cette aventure. Et on va avoir l'opportunité de parler d'autres choses, un petit peu peut-être des choses que vous ne connaissez pas au sujet de Guillaume, au-delà de son amour pour les Knicks. Comment ça va, Guillaume? Mais ça va, ça va. On fait aller, ça va. Un peu fatigué comme toi après ces enchaînements de bouclage un peu durs. Mais écoute, ça va bien. Parce que si on se retrouve aujourd'hui, alors bien sûr, vous savez, on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, le MOOC French Touch de Rivers qu'on a bouclé il y a peu est disponible sur Basket Session toujours. Mais par ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que dans la foulée, ou ce que vous ne savez peut-être pas, on a enchaîné avec un autre bouclage d'un livre cette fois-ci, signé Guillaume Laroche, le quatrième de cette édition, enfin de cette série de livres qui s'appelle Entre les vignes, parce que au-delà d'être passionné de basket et de tout un tas de choses, tu es aussi passionné de vin et plus spécifiquement de vin nature. J'ai bon sur la terminologie parce qu'attention, je suis vraiment pas du tout expert. Tu touches, tu as l'air meilleur en vin nature quand même qu'en football. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et je crois que tu pratiques beaucoup plus le vin naturel que le football aussi, je crois. J'ai lu plus de choses au sujet du vin naturel que du football. Donc ça s'appelle Entre les vignes, volume 4. C'est une série, vous avez peut-être déjà vu ces livres passer. Enfin, c'est des livres d'entretien, en gros, dans lesquels tu présentes. Alors, sur les trois premiers volumes, tu me corriges surtout, Guillaume, tes camarades et toi, donc. Harry, Cédric et toi, vous présentiez des vignerons ou des vigneronnes au travers d'entretiens au long cours, vraiment dans lequel on pouvait rentrer dans le détail à la fois de leur histoire personnelle, mais aussi de leur travail, de leur philosophie, j'ai envie de dire, autour du vin. Et ce nouveau volume, le numéro 4, donc, c'est un peu différent parce que pour le coup, c'est pas des vigneronnes et des vignerons que vous êtes allés interviewer. Exactement, ouais, ouais. Bah ouais, comme tu disais, alors premier numéro pour la petite histoire, je l'avais déjà raconté un peu, mais je peux le redire quand même, parce que c'est vrai que ça remonte un moment. Ce premier numéro d'Entre les Vignes qu'on a sorti, c'était en 2016, pour la petite histoire, tambouille interne et des éditions Rivers à cette époque-là. On était encore à Charente dans le 11e, dans nos bureaux d'ailleurs, et donc ça devait être en 2015, on s'était posé tous ensemble, l'équipe actuelle que tout le monde connaît, pour voir comment on pouvait se diversifier un peu et essayer de faire autre chose que le basket parce que c'était un peu compliqué quand même à l'époque. Ça reste une économie compliquée, mais on voulait voir si on pouvait se diversifier. Et quand on avait fait le tour de table, moi j'avais dit, parmi mes autres passions, au-delà du basket, je peux faire des trucs sur le vin, si vous voulez. C'est un truc qui m'intéresse. Voilà, donc je n'en parlais pas forcément beaucoup avec vous, les gars, mais j'avais dit ça. Théo avait mis en avant ses compétences sur la musique, mais je ne sais pas pourquoi. C'était quand même le bouquin sur le vin qui avait passé le cut à l'époque. Et donc en 2016, on a sorti ce premier bouquin qui s'appelle Entre les vignes sur la Bourgogne, donc la région Bourgogne. Et c'était l'idée, effectivement, ce que tu as dit, des grands entretiens avec des vignerons de Bourgogne. Et le principe, c'était de confronter les points de vue de différents vignerons, vigneronnes sur leur méthode de travail, leur vision du vin, etc. Il y avait 12 entretiens. Même format que le MOOC Rivers. Alors à l'époque, le MOOC n'existait pas, mais c'était un peu, ça préfigurait un peu. Et puis depuis, on a vraiment pris le modèle du MOOC, c'est-à-dire on a le même format. Donc les gens qui connaissent le MOOC ne seraient pas dépaysés. C'est le même papier, le même format. On achète ça, voilà, au même fournisseur de papier. On imprime ça au même endroit. C'est Christian qui pilote tout, voilà, notre imprimeur de la même façon. Et effectivement, cette année, pour le numéro 4, alors après avoir fait la Bourgogne, le Jura et l'Auvergne, on a décidé de s'attacher ce qu'on a appelé, nous, les artisans du lien, ce beau nom poétique, pour parler de tout ce qui est caviste, restaurateur, importateur, tous ces gens qui font le lien entre le fan de vin et les vignerons. Et voilà. Et on est parti pareil sur des longs entretiens. Donc, c'est un livre qui fait 272 pages. C'est des très longs entretiens. C'est Harry, mon poteau historique depuis 20 ans, photographe, qui fait toujours les photos et elles sont vraiment très belles. Et puis, c'est coécrit avec mon autre camarade, Cédric Blatry, avec qui on avait déjà écrit le volume précédent sur le Jura.
Voilà. Toi, Pierre Armand, c'est un truc. Alors, je connais un peu la réponse déjà, mais je te la pose quand même. Le vin, c'est quelque chose qui te parle particulièrement, pas du tout? Disons que tes connaissances en football sont 16 000 fois plus fortes que mes connaissances en vin, Théo. C'est pour te dire à peu près le gouffre qui nous sépare aujourd'hui tous ensemble. Mais je pense que dans ce qu'on essaye de faire, et notamment moi par la radio, même si je parle de musique, je parle pas de vin, c'est la transmission, c'est le lien qu'il peut y avoir entre la musique et entre les gens qui veulent la découvrir. Donc, ces personnes qui se relient les uns les autres pour créer une constellation autour d'une même passion, ça me parle par contre. Euh, Surtout qu'il y a eu, je crois, c'est presque 3 ans de voyages, de rencontres, pour pouvoir amener ce projet au bout. Donc oui, ça c'est quelque chose qui me touche. Par contre, moi, j'ai le plaisir dans mon entourage proche d'avoir un ami justement qui est dans le vin naturel comme ça et qui lui fait partie de ces artisans justement qui relient les producteurs à la restauration, en faisant des salons, en organisant des rencontres et en créant ce lien. Et dans la sneaker, c'est un petit peu pareil, hein, c'est finalement des petits, on va dire, des milieux qui sont gigantesques au niveau commercial, mais qui sont finalement des petites communautés qui aiment se retrouver pour parler, alors que ce soit autour d'une paire de chaussures, autour d'un concert ou autour d'un bon verre. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de concomitance à ce niveau-là. Maintenant, j'ai plus souvent une paire de chaussures et un concert, mais j'ai rarement le bon verre à la main parce que je n'y connais rien et parce que je n'ai pas pris le temps de m'occuper de ça. Non, ce qui est important à dire, effectivement, c'est ce que tu as dit, Théo, c'est sur la partie en fait, vin naturel, ça parle peut-être pas à tout le monde. En gros, il faut comprendre que ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment. Ça rejoint vraiment ce qu'on fait aux éditions Reverse sur le basket. Effectivement, il y a une notion d'expertise, c'est assez pointu hein, comme bouquin, c'est pas des bouquins très, on va dire, généralistes. Le vin naturel, c'est vraiment le vin des artisans, quoi. C'est-à-dire que c'est des vrais vignerons. On ne parle pas de coopérative, on ne parle pas de grands domaines, on ne parle pas de négociants en vin comme dans le système bordelais, certains connaissent peut-être, ou de très grands domaines qui valent des millions. On parle de femmes, de gars en fait qui font du vin sur des petites surfaces de façon artisanale, ce qu'on appelle des vrais vins de terroir aujourd'hui. Alors c'est vin naturel, ça veut dire que c'est fabriqué sans intrants œnologiques. Aujourd'hui, il faut savoir que le vin, c'est un produit qui est très technique, comme beaucoup. C'est un produit qui est industriel. Tous les vins que vous trouvez dans les supermarchés sont des produits industriels. C'est comme les paquets de céréales ou les plats préparés, en fait, des grandes marques. Et en fait, à côté de ça, il y a d'autres gens qui travaillent de façon artisanale, de la même façon pour que ce soit une baguette de pain ou n'importe quel produit, des légumes, etc. Donc, en fait, c'est des gens qui travaillent en bio à la vigne, donc qui ne mettent pas de produits chimiques à la vigne, et qui après, au niveau de la vinification, c'est-à-dire de la transformation du raisin qu'on récolte en vin, pareil, c'est des gens qui travaillent naturellement, c'est-à-dire qu'ils ne rajoutent aucun produit chimique, aucun intrant. Donc, c'est les levures naturelles qui transforment le vin. Et puis après, ils travaillent de façon artisanale, avec peu de moyens, peu d'argent, et ils produisent des petites quantités de vin. Donc, en fait, ça fait des vins qu'on trouve finalement assez peu. Il y en a peu, même si on a de plus en plus. Mais on en trouve assez peu. C'est malheureusement des vins qui sont un peu valorisés, donc qui sont plus chers que les autres vins. C'est aussi pour ça qu'on ne les trouve pas en supermarché. Un vin naturel à moins de 10 euros, typiquement, ça n'existe pas parce que ce n'est pas possible d'en produire aujourd'hui, un vin naturel à moins de 10 euros. Mais on va dire que c'est pour ça, Pierre Armand faisait la blague tout à l'heure sur l'alcool. En fait, c'est vraiment pas le principe. C'est vraiment un produit de terroir. C'est pas des vins pour s'enivrer. C'est vraiment, on va dire, des choses vraiment qui reflètent leur terroir, leur région et le travail d'un vigneron. Et nous, c'est vraiment, entre les vignes, c'est ce on veut retranscrire. C'est quand on parle de vin, on veut parler d'une personne et pourquoi elle a choisi ce parcours, pourquoi elle a choisi de travailler de cette façon-là, qu'est-ce qu'il veut raconter avec ses vins, etc. Ce qui est vraiment intéressant, non, parce que moi, enfin, comme Pierre Armand, je connais absolument rien au vin à la base. J'ai une grande chance, c'est que je bois très très rarement du vin, mais à chaque fois c'est de l'excellent vin. Parce qu'en gros, c'est quand je suis avec Guillaume, avec notre pote Romain, que j'arrête pas de dédicacer d'épisode en épisode, et qui eux sont des esthètes, donc j'ai la chance de pouvoir boire des trucs super. Mais ce que j'ai trouvé passionnant pour le coup dans la lecture de ces livres, c'est qu'on retrouve la passion en fait. À deux niveaux, j'ai envie de dire. D'une part,
ce qui nous rejoint, je pense, tous les trois, ce qui fait qu'on a pu tisser des liens d'amitié, même bosser ensemble, c'est que j'ai l'impression qu'on a ce côté tous les trois, quand on aime quelque chose, de vouloir comprendre pourquoi et comment, en fait. Qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel? Qu'est-ce qui fait que ça nous plaît et que ça nous parle à ce point-là et qu'on a envie de le partager parce que, voilà, j'ai le sentiment que ce qui nous rassemble, c'est cette envie de partager les choses qui nous passionnent. Et quand on lit les livres, les Entre les vignes, et que ça soit donc les trois premiers sur les vignerons ou le dernier là sur ces tisseurs de liens, c'est la passion en fait qui anime ces gens, parce que je pense que tu le diras mieux que moi, Guillaume, mais c'est des métiers extrêmement durs. C'est pas des gens qui font ça de cette manière-là. Tu parlais de vin naturel et des contraintes que ça impose avec l'idée de gagner des millions et des millions. Il y a vraiment une espèce de poursuite de l'excellence et d'un produit qui soit à la fois juste dans sa production et même jusqu'au prix finalement, parce que pour moi c'est assez dingue de découvrir par exemple que certains de ces vignerons dont les vins se vendent et surtout se revendent à des prix exorbitants, finalement la plupart vivent dans des conditions plutôt modestes avec un travail extrêmement dur tous les jours. Donc c'est cette notion de passion, je trouve, qui transpire à travers les livres que tu as écrits, Guillaume. Oui, tu as entièrement raison. C'est vrai que ça fait partie on va dire des aléas, des problèmes sur le secteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, je connais aucun vigneron naturel riche. Ça n'existe pas. En fait, personne roule sur l'or. Même ceux qui sont les plus connus, finalement, ils vendent leur vin à des prix très raisonnables. Et en fait, la spéculation derrière, ils ne la maîtrisent pas du tout. Donc, en fait, on ne maîtrise jamais le marché gris, et encore moins le marché noir. Donc, aujourd'hui, ça existe sur le vin. Ça existe sur plein de choses. Bon, le mieux, je pense, pour le bien le vivre, c'est d'essayer de se détacher de ça. Mais de toute façon, ces gens-là ne sont pas du tout motivés par l'argent. C'est pas ça. Après, c'est bien de vivre dans des conditions correctes. C'est des métiers qui nécessitent quand même d'avoir un outil de travail important. Hein. Ça peut être des choses très simples, mais ne serait-ce qu'un pressoir pour presser du raisin, ça coûte cher. Il y a quand vous plantez de la vigne, ça coûte cher. Enfin, tout coûte un peu cher, malheureusement. Mais effectivement, il n'y a pas du tout cette notion d'argent. C'est pas important pour eux. C'est vraiment un métier de passion, et c'est vraiment ça qui est important, et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire dans les trois premiers livres. Dans ce quatrième livre, c'était effectivement la même passion. Alors, je ne veux pas dire que le métier est aussi dur. Alors, après, peut-être que mes amis cavistes ou restaurateurs, c'est un métier qui est très dur. Donc là, on va pas dans la restauration, c'est vraiment compliqué, mais je pense que les vignerons, ça reste un métier qui est beaucoup plus dur, ne serait-ce que par le travail extérieur en hiver, quand on taille la vigne pendant 5 heures et qu'il fait moins 10 degrés. C'est vraiment un travail qui est très difficile. Mais les distributeurs, ça reste aussi un métier qui est compliqué, mais c'est totalement un métier de passion. Et pour aller dans le sens de ce que tu dis, c'est ce que je raconte un petit peu dans l'avant-propos. En gros, je raconte comment moi, en fait, je suis venu à cette passion, et j'explique en gros, ça arrivé par un caviste que j'ai rencontré à Beaune au début des années 2010, donc il y a une quinzaine d'années aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué par son approche du vin. Et ce que je raconte dans l'avant-propos, c'est que dans les passionnés de vin aujourd'hui, peut-être que presque personne ne se rappelle de la première bouteille qu'il a bu ou la première bouteille importante. Par contre, il se rappelle toujours de la première rencontre qui l'a fait basculer. La plupart du temps, c'est un caviste, un restaurateur qui vous amène une bouteille en disant « Tiens, goûte ça ». Et là, vous dites « Putain, j'aimais pas le vin, je trouvais ça dégueulasse ». Et là, d'un coup, on me fait goûter un truc qui est radicalement différent. Et là, il y a une émotion qui se fait. Et c'était pour raconter ça et quand même pour rendre hommage donc, à Frédéric Henry, avec qui j'ai fait le tout premier livre en 2016 et qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Donc il aurait dû participer à ce bouquin, et là, malheureusement il n'a pas pu participer à ce bouquin, malheureusement. Mais bon, voilà, ce livre lui est dédié. C'était important pour moi de parler de lui, de parler de sa femme qui a repris cette cave à Beaune et qui continue de perpétrer la tradition et de l'excellence au niveau des vins, et puis de défendre ces vignerons nature en Bourgogne. Donc voilà, pour aller dans ton sens, c'est vraiment un métier de passion. C'est super intéressant ce dont tu parles là, au sujet de la rencontre, parce que j'ai l'impression que dans nos passions, il y a toujours quelqu'un en fait qui joue ce rôle de déclencheur. Pierre Armand, toi, je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu une personne comme ça, que ce soit pour la musique, les sneakers ou autre chose, quelqu'un que tu as rencontré et qui a pu être une espèce de déclencheur, qui t'a apporté beaucoup de connaissances ou qui t'a poussé encore plus dans ce que tu aimais?
Bien sûr, alors c'est pas forcément quelqu'un qui en fait te pousse dans la musique ou dans quoi que ce soit, mais qui débloque une porte, qui te donne une clé complémentaire. Où toi, tu étais déjà un amoureux de musique, de sneakers, quoi que ce soit, mais qui à un moment donné, bah, ça se joue parfois à pas grand-chose. On peut te prêter un livre, on peut te prêter un disque, quelqu'un qui te dit, alors tu peux avoir des gens qui sont un peu plus, entre guillemets, éducateurs, dans le sens, assieds-toi, je vais te faire écouter un truc. Et ça vient de là, ça vient de là, ça vient de ci, parce que des gens ont une connaissance peut-être encyclopédique d'un mouvement comme toi, Théo, tu peux l'avoir sur le hip-hop, où tu peux connaître 1000 ramifications de l'arbre généalogique de ce mouvement-là. Mais oui, forcément, il y a des gens. Mais moi, perso, en tout cas, j'étais dans un petit village, enfin, à un moment donné, dans le Var, donc il fallait se faire ça tout seul. C'est intéressant aussi de faire sa connaissance tout seul. Alors bon, sur certaines choses, bien sûr, mais on avait le temps. Voilà. Quand on était plus jeune, on avait le temps de regarder, le temps de s'appliquer à écouter une chose 1000 fois, à regarder une chose 2000 fois, à pouvoir voir des choses sur toutes les coutures. On n'avait pas cette frénésie où au bout de 5 minutes, une info en écrase une autre. Mais oui, oui, mais tu vois, cette histoire de vin, c'est vraiment une des choses où j'ai toujours un petit peu regretté parce que justement, je suis pas tombé sur les bonnes personnes peut-être, ou alors je suis pas allé à leur rencontre, hein. Il y a ça aussi, hein, on va se mettre bien d'accord là-dessus. Je n'ai pas cette curiosité quand je vais dans un restaurant, soit de goûter, soit de prendre le risque, soit de me lancer. Mais voilà, ça dans ce milieu-là, j'ai pas eu la rencontre, ou en tout cas, et pourtant, mes parents qui maintenant vivent dans Dordogne, donc dans le domaine de Montravel, et qui ont enfin, des domaines à côté de chez eux qui sont absolument magnifiques et qui sont amis avec des vignerons. J'ai pas pris le temps là aussi de m'y mettre, mais il faudrait. C'est vraiment un truc pour le coup. On se dit pas à nos âges, tiens, et si je me mettais à faire du surf ou je me mettais à faire du BMX où on a quelques petits risques physiques qui sont évidents, notamment sur le manière d'anticiper la blessure. Mais oui, il est jamais trop tard pour ces bonnes choses-là. Ouais. Ouais, Je bah peux vous c'est. donner un, je peux Vas-y, donner Guillaume, juste bien un sûr. petit tip, je rebondis là-dessus parce que tu parlais de restauration, etc. Il y a vraiment un truc qui est intéressant à savoir, et quand on n'est pas au courant, mais ça marche vraiment très bien, c'est que si vous cherchez en fait des restaurants qui vendent du vin naturel, vous êtes presque 100% de chance d'avoir des super bons produits aussi à manger. Mm. Parce que c'est marrant, ce qui est dans les restaurants, si les gens font l'effort de sourcer en fait du vin naturel, derrière, c'est pas pour vous prendre une salade du supermarché ou des carottes qui n'ont pas de goût ou de la viande qui vient de l'autre bout du monde. Donc en fait, c'est hyper intéressant comme truc, c'est qu'à partir du moment où vous êtes tombé sur même un rad, un petit bistrot qui fait du vin naturel, qui vous propose du vin naturel sourcé, vous êtes sûr de vous régaler. Et même si c'est ne serait-ce qu'un petit croque-monsieur ou un petit plat tout simple, une salade, eh ben en fait, tout va être délicieux. Et ça, je le vérifie, mais depuis une décennie que je vérifie ça. C'est vraiment hyper puissant. Alors, et le petit coup de promo, si vous ne connaissez pas, il y a une application qui s'appelle Raisin. Je vous conseille de télécharger. C'est une application en fait qui recense tous les endroits, les lieux où on peut boire du vin naturel. Et maintenant, donc, il y a les restaurants, cavistes, etc. Vous allez à un endroit, vous lancez l'application Raisin, vous regardez dans votre zone géographique où est-ce qu'il y a ces 2-3 restos, et je vous garantis que ça va changer votre lieu de vacances, ça va changer vos vacances. Ça marche partout dans le monde, hein, c'est magnifique. Ah, Voilà. c'est très, C'était très le bon petit tip. tips. Non, non, mais tu fais bien de le dire. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le volume 4 là, d'Entre les Vignes, il y a des cavistes, mais il y a aussi des restaurateurs. Et là, moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que c'est pareil, je suis pas du tout un spécialiste de grande gastronomie, mais tu as à la fois des grands restaurants étoilés, mais tu as aussi des bistrots. Il y a une espèce de panorama, j'ai l'impression, hyper large finalement d'endroits qui peuvent proposer ce type de produit et ce type de vin. Oui, exactement. Ouais, c'était vraiment l'idée, c'était ça. Alors, pour revenir là-dessus, on a 13 grands entretiens en fait dans le livre, on est parti sur 272 pages. Il y a effectivement des cavistes. Alors, c'est un peu partout, c'est réparti, hein. Il y a des adresses à Paris, il y a des adresses en Bretagne, il y a des adresses en Espagne. On est allé en Catalogne pour aller interviewer un restaurateur et notamment un sommelier. Comme tu dis, en fait, il y a des sommeliers, par exemple, de grands restaurants étoilés. On a fait on allait voir 2 restaurants étoilés, 3 macarons Michelin. Donc, c'est des très grands établissements, très prestigieux. Un en Bretagne qui s'appelle Le Coquillage, donc chez Monsieur Rollinger, les gens connaissent. Donc là, c'est un sommelier très haut niveau. Et on allait voir aussi Joseph Roca, qui est donc
qui a été élu meilleur restaurant du monde, El Celler de Can Roca à Gérone, qui est vraiment une très très grande table reconnue dans le monde entier. C'est 3 frères qui ont créé ce restaurant, et donc Joseph, un des 3 frères, est sommelier. C'est peut-être le sommelier le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré, qui a une connaissance incroyable, qui voyage partout, qui a une aptitude à comprendre les gens, une sensibilité sur sa relation avec les vignerons qui est incroyable. Et à côté de ça, mais on a des bistrots, évidemment, des super bistrots à Paris, comme le Cadoret. On a des restaurants en Bourgogne, comme les Caves Madeleine. On a un super bistrot qui est à Arbois, dans le Jura, qui est vraiment un bistrot traditionnel dans lequel il y a plein de vignerons qui vont manger le midi, vous mangez des frites maison le vendredi avec un super steak pour pas cher du tout, vous buvez des super vins. Il y a une ambiance incroyable comme on en voit peu. Et en fait, tous ces gens-là sont très différents, dans des établissements très différents, avec des gens, évidemment, une population très différente aussi à l'intérieur, mais il y a une même passion, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on voulait retranscrire, et je suis content que toi, en tant que relecteur de ce livre sur lequel tu as travaillé, tu aies pu te rendre compte de ça, quoi. Bah oui, c'est hyper palpable et juste pour répondre à la question que je posais tout à l'heure à Pierre Armand, mais sur les gens qui sont des déclencheurs, moi j'en ai eu un pour la musique. Voilà, c'est un pote, un gars qui s'appelle Olivier Nave, qui était le grand frère d'une de mes meilleures amies avec qui j'étais au lycée, et moi qui connaissait tellement de choses, qui a été vraiment un accélérateur pour moi, qui m'a permis de découvrir des tas de groupes, notamment de rap, auxquels que j'aurais jamais découvert sans lui, s'il n'y avait pas eu voilà, ce gars Olivier, pour qui j'ai une grosse pensée. Jamais j'aurais pu étoffer ma culture comme ça, et ça m'a vraiment permis comment dire, d'accélérer dans mon processus. Et derrière, moi, j'ai tôt eu l'envie de partager aussi. J'étais jamais... Alors, c'était une autre époque, hein, il n'y avait pas Internet, ce qui faisait que quand tu avais un disque un petit peu qui sortait de l'ordinaire, tu pouvais le garder pour toi. Certains les gardaient pour eux, tu vois, ils voulaient pas faire des copies ou partager aux autres. Moi, j'ai jamais eu ce tempérament-là. Et tous les deux, Guillaume et Pierre Armand, j'ai l'impression que voilà, cette notion de partager les bons moments, le partage, c'est un mot qui revient énormément entre les vignes, Guillaume. Le fait de partager un moment, une émotion, etc. C'est des choses qu'on retrouve avec la nourriture, bien sûr, avec le vin, mais la musique aussi, Pierre Armand. Vous, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes rendu compte que vous aviez aussi cette envie de partager et d'emmener les gens avec vous dans ces univers que vous découvriez ou vous connaissiez? Je te laisse la parole, Pierre, vas-y. Oh ben oui, en fait, ça se fait naturellement, dans le sens où quand tu es DJ ou quand tu es animateur radio, bah, c'est ta fonction première. C'est de partager, c'est de créer des émotions dans un premier temps, c'est de faire en sorte que le morceau que tu vas jouer, même si certaines personnes le connaissent, bah, il vient de telle manière qu'il donnera la même émotion que le vin quand il est accordé avec certains mets et avec certains plats. Donc, il n'a pas le même goût et le morceau n'a pas la même résonance. Donc, c'est créer des émotions. Et créer des émotions, si tu partages pas, c'est mal barré quand même. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, hein, Théo. Moi, ça arrivait plein de fois, effectivement. Alors, je trouve que il y a des choses qui sont évidentes. Déjà, il y a un truc, c'est quand on est dans un resto. Alors, moi, j'aime beaucoup les bistrots très simples où on peut être au comptoir, manger 2 tranches de saucisson et puis partager un verre en discutant avec le patron et puis des gens que tu connais pas. Et en fait, tu t'aperçois le lien que ça crée en fait dans ces endroits-là. Dans un monde quand même où finalement les gens sont souvent opposés les uns aux autres, où le lien, en fait, on est de plus en plus caché derrière des écrans, il y a quand même des lieux de vie aujourd'hui où les gens se rencontrent physiquement, partagent des moments entre eux. Et c'est vrai que autour de la notion de repas, bon, je sais que c'est très français de passer du temps à table, et même dans des lieux de vie comme ça, mais moi je trouve que c'est des moments qui sont toujours qui sont incroyables. On rencontre des gens à qui on n'aurait jamais parlé dans le métro, dans le bus ou dans une file d'attente. Et là, hop, il est à côté, il est au bar, on partage un verre, on fait goûter la bouteille. Et puis voilà, je trouve que ça se passe naturellement. Et il y a une autre chose par rapport à la notion de partage dont tu parlais. Il y a Pierre Auvernois qui est, donc, on fait partie des légendes du vin naturel. Un monsieur qui a 85 ans, qui est toujours, enfin, qui est à la retraite maintenant, mais qui est toujours dans le Jura, et c'est son fils qui a repris, mais qui est vraiment en gros un grand sage dont on parle beaucoup dans le volume 3 de Entre les vignes. Et lui a toujours dit, quand la meilleure des bouteilles,
il faut attendre d'être le plus de gens possible autour de la table pour l'ouvrir. Parce qu'en gros, la meilleure bouteille, celle qui est la plus précieuse, celle qui est la plus incroyable, bah, en fait, il faut la faire partager à plein de monde. Ça n'a pas d'intérêt de la boire à deux, même si c'est très bon. Par contre, si on peut faire en sorte que 10 personnes profitent de cette bouteille exceptionnelle, bah, c'est le top. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il réunit des gens. Aujourd'hui, il y a certaines bouteilles, il ne le vend plus du tout. Il les réunit autour d'une table, gratuitement, hein, il ne fait rien payer. Et là, il ouvre ses plus vieilles bouteilles. Et vous êtes autour d'une grande table dans sa maison à Arbois, et il y a une quinzaine de personnes qui viennent du monde entier. Et les gens goûtent ces vins. Non, c'est très religieux, hein, comme tout le monde est un peu dans ce petit soulier, quoi. Et moi, je trouve ça génial. Ça, c'est vraiment la notion de partage la plus extraordinaire. C'est ce jour-là, vous allez boire des vins dingues, vous allez rencontrer un Italien, vous allez rencontrer un Belge, un mec du Luxembourg, des gars de plusieurs villes, et puis tout le monde va partager autour du vin. Donc oui, c'est vraiment la notion de partage, quoi. Et puis là, ce qui est fou, c'est que c'est forcément éphémère, parce qu'une fois que la bouteille est finie, elle est finie, du coup, t'as aussi, je pense, le sentiment de vivre à un moment qui va pas durer éternellement, en fait, où tu pourras pas reproduire à l'identique, parce que de toute façon, tu n'auras pas les mêmes personnes autour de la table, et puis la bouteille, ce que tu disais, ça se trouve, c'est la dernière, ou c'est voilà, la seule de ce type-là. Donc ça te pousse encore plus peut-être à être dans l'instant C'est ça. que dans d'autres C'est pas situations. si éphémère, en fait, parce que, enfin, pour moi, hein, les choses qui ont le plus de valeur aujourd'hui, je trouve, bah, dans la vie, après, peut-être avec l'âge, c'est les moments que tu passes, en fait. Hmm. Au-delà des objets que tu possèdes ou ce genre de choses, les trucs, pour moi, les plus riches, les plus forts, c'est les moments que tu passes. Et en fait, ce jour-là où tu vas partager cette bouteille avec ces gens, il est effectivement éphémère au niveau de la dégustation. Mais par contre, le souvenir, tu vas le garder hyper longtemps. Il va rester en toi pendant super longtemps. Et en fait, tu vas vivre avec ça, tu vas t'en souvenir toute ta vie, ça va être quelque chose de fort, beaucoup plus que plein d'autres choses. Donc, c'est éphémère, oui et non. Tu vois, c'est éphémère sur la dégustation, mais ça a une valeur qui est incroyable, je trouve. Ouais. Ah, du coup, tout ça, tu sais, ça me fait penser aussi, on l'avait déjà mentionné, mais je vais quand même le redire parce que plus ça va, plus je trouve qu'il a joué un rôle qui est incroyable. Tout à l'heure, tu disais, Pierre, tu sais, quand on fait de la radio ou quand on est DJ, c'est avant tout pour partager des choses. Il y a aussi des gens qui le font avant tout pour se mettre en avant d'une certaine manière. Ouais, Moi, je suis impressionné aujourd'hui, je me rendais pas compte à l'époque, quand je le vivais, mais de l'importance et du travail qu'a fait Georges Eddy sur le basket. Parce qu'en fait, par Georges Eddy, moi, je me suis construit l'essentiel de ma culture basket, même sur des joueurs des années 60, 70, auxquels on n'aurait jamais eu accès. Tu vois, quand il nous parlait d'Oscar Robertson, de Jerry West, il nous disait que c'était le logo, tous ces trucs-là, moi, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que c'était resté dans ma tête et que c'est en grande partie à lui que je le dois. Et au-delà de son travail de commentateur, je trouve qu'il a fait un travail d'éducateur autour de l'histoire du basket, notamment du basket américain, qui est assez phénoménal au bout du compte. ouais, c'est Ouais, vrai. je suis d'accord. Il a joué ce Totalement. rôle quoi, de passeur de passion, de passeur de connaissances. Enfin, je pense que voilà, nous trois, par exemple, on serait certainement pas là si il y avait eu un autre commentateur lambda à la place de Georges Eddy, quoi. Il a vraiment très très bien fait ce job, quoi. Ouais, complètement. Non, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. C'est avec une époque où, en fait, le basket américain n'était pas encore, avait pas la hype que ça a aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il fallait promouvoir le produit, quoi. Il l'a très bien fait, effectivement, de façon très pédagogique, avec un style à lui. Et c'est vrai que bah, pour les gens de notre génération, c'est vrai que oui, ça reste une icône, je suis entièrement d'accord. Et puis c'est quelque chose qu'on écoutait et réécoutait, hein. Enfin, les matchs NBA à l'époque, c'était comme un CD qu'on avait à la maison, c'est-à-dire qu'on l'enregistrait et puis comme on en avait un par semaine, au meilleur des cas. En attendant, par exemple les matchs de playoff ou de finale NBA, moi je peux te dire qu'il y avait des matchs, je pouvais les connaître par cœur. Ouais. Pas les actions, mais le commentaire de Georges Eddy, savoir à quel moment il allait dire ça, Eric Bénard, Bono Poulain par la suite. Donc c'était une musique qu'on connaissait. À force de regarder 4 fois un même match, oui, l'info selon laquelle les rois des triples-doubles, c'était Oscar Robertson et qu'il y a eu un match à 100 points de Will Chamberlain et que Bob Cousy était une légende des Celtics, oui, bah ça tu le savais comme ça, mais parce qu'encore une fois, c'était une autre manière de prendre le temps de rentrer dans sa passion et de comprendre les choses. On avait le temps de le comprendre. Mm. On a le temps aujourd'hui encore, mais on est tellement sollicité que on ne prend plus le même temps.
Et tu parles de comprendre les choses. Alors moi, il y a forcément ça, tu vois, c'est des choses que j'ai apprises en lisant les Entre les vignes, parce que je m'étais jamais posé la question sur aussi, euh, au-delà de la manière dont le vin est fait lui-même, le fait que un même vin peut pas être fait à deux endroits différents, en fait, et l'espèce du fait que la localisation, la terre, même la roche qui est en dessous, etc. Tout ça, en fait, ça forme un tout. Et dans les différents volumes d'Entre les vignes, et y compris dans le dernier, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis, Guillaume, je trouve que les descriptions en fait, d'endroits sont magnifiques, te campent vraiment dans l'endroit, et à travers ces 4 volumes, j'ai l'impression d'avoir fait un tour de France en fait, d'endroits j'ai jamais mis les pieds, et d'avoir découvert des panoramas, tu vois, ou des ambiances, des endroits que j'aurais pas forcément imaginé. Toi, je suis curieux de savoir si, par le passé, avant d'orienter une certaine partie de tes déplacements ou tes vacances en fonction de ça, tu étais déjà, comment dire, amoureux d'une certaine manière, des différents paysages de France, des différentes régions. Tu avais cette curiosité pour les différentes régions, tout simplement? Bah oui, effectivement. Alors moi, j'ai toujours eu ça un peu parce que, alors après, je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais je me souviens, j'ai fait un peu de photos quand j'étais plus jeune, ouais, de façon très amateur, hein, mais j'ai fait un peu de photos, et c'est vrai que je me souviens de potes qui se foutaient de ma gueule parce que je prenais des photos d'un rocher, par exemple, tu vois. Mais j'ai toujours eu ce truc où j'arrivais à voir, tu sais, des trucs beaux un peu partout. Et les gens regardaient et disaient, ben, je vois pas ce qu'il y a de beau du tout là. Mais en fait, bah moi j'étais un peu admiratif de tout, quoi. Et en fait, j'adore les paysages, j'adore la nature. Enfin voilà. Je trouve ça toujours merveilleux. Je trouve que pour le coup, la France, il y a 1000 trucs incroyables à voir. Aujourd'hui, je prends très peu l'avion, voire plus l'avion, donc je visite surtout la France. Et typiquement, une région comme l'Auvergne, que je connaissais très peu, bah, j'ai découvert cette région. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment une région qui est vraiment incroyable. Enfin, en fonction de la luminosité, les paysages changent très vite. C'est les volcans d'Auvergne, évidemment, mais c'est vraiment superbe, quoi. Et partout, en fait, partout où tu vas en France, c'est vraiment très beau. J'imagine que n'importe où ailleurs, tu vas, c'est toujours très beau, hein, mais là, on va dire que c'est plutôt mon terrain de jeu, il est plutôt à cet endroit-là, parce que j'y vais en voiture ou en train. Et ouais, moi, j'ai cette capacité un peu béate à m'émerveiller de choses assez simples, quoi. Oui, et du coup, il y a la volonté quand même dans les livres de relier tout ça, non? Enfin, j'ai eu le sentiment en fait que tu vois, dans chaque chapitre, il y avait quand même vraiment l'envie, ou je sais pas si c'est l'envie ou si ça devenait, enfin c'était logique pour toi, mais de relier quand même les choses les unes aux autres, quoi. L'endroit avec les gens avec les produits. Il y a quand même ça qui ressort assez fortement, je trouve. Ouais, tout à fait. Ouais. Je pense qu'on a l'habitude de dire qu'un terroir, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est un endroit, c'est un produit, c'est une personne, en gros. Et aujourd'hui, un vin de terroir, il est produit à un endroit précis, avec un type de raisin, en fonction d'une méthode, par une personne, par une femme ou un homme, en fait. Et tous ces éléments ont une action. C'est-à-dire que si, c'est le côté un peu merveilleux, hein, du vin naturel. Alors, ça va avoir un côté un peu bizarre pour vous, mais si aujourd'hui vous prenez une vigne à un endroit précis de France, le raisin est cultivé de la même façon. Et ces deux personnes vont décider de vinifier différemment. Ils vont prendre ces mêmes raisins, ils vont les vinifier avec la même méthode. Et ben pour autant, en fait, le vin ne va pas avoir le même goût. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'explication simple de dire, mais pourquoi est-ce que ce mec-là, quand il fait du vin avec cette méthode, il a ce goût-là? Pourquoi ce mec-là, avec le même raisin, la même méthode, il a un goût différent? Et en fait, c'est une notion d'énergie, quoi. Et c'est ça que je trouve fabuleux, en fait, dans le vin naturel. C'est que quand vous avez plus toutes les béquilles œnologiques, en fait, qui standardisent le produit, en fait, vous pouvez laisser place à toute la magie. Et en fait, la fermentation, la notion de fermentation, quand on s'intéresse à la fermentation globalement, en fait, c'est quelque chose de magique, quoi. Il y a des trucs, il y a des transformations de produits, c'est quelque chose de magique. On n'explique pas tout, la science n'a pas toutes les réponses sur les fermentations. Et aujourd'hui, sur le vin, sur les arômes, en fait, qui se dégagent d'un vin, sur les parfums, sur le goût, en fait, il va y avoir un côté magique de l'énergie transmise par la femme ou l'homme, en fait, qui a été au contact de ce vin pendant des mois, à s'en occuper, voilà. Et ça, en fait, c'est quand même, il y a un côté extraordinaire. Et aujourd'hui, en fait,
Les vrais amateurs de vin, ceux qui s'intéressent vraiment à ce type de vin, en fait, ce qu'on recherche, c'est l'énergie dans le vin. En fait. Ça a l'air hyper con parce que les gens qui boivent, ils disent juste, ouais, c'est du pinard, arrêtez les blabla. Mais en vrai, il y a vraiment ça, quoi. Il y a une notion d'énergie qui est vraiment forte. Tous les gens qui sont très proches de la nature, qui voient le côté un peu merveilleux parfois des choses et non expliquées, comprennent vraiment ce que je veux dire. Moi, je vous invite juste, il faut tester, quoi. Il faut vraiment faire ce truc, faites l'expérience, allez chez des vignerons, tapez à la porte de certains vignerons, discutez avec eux, faites des dégustations dans une cave avec eux. Et là, je pense que n'importe qui peut ressentir le truc, quoi. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, encore une fois, qui connais rien au vin, j'ai jamais. C'était pas trop mon truc. J'avais découvert un petit peu ça avec mon beau-père, mais qui était plutôt sur voilà, des choses plus traditionnelles. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai pu découvrir avec toi, Guillaume, principalement, avec Romain aussi, dont on parlait tout à l'heure, c'est le côté saveur, en fait. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais trouvé dans le vin, en fait. Tu vois, le côté saveur et le fait d'une bouteille à l'autre, avoir l'impression que c'est complètement différent. Alors là, si vous êtes spécialiste de vin, vous devez vous dire que je dis n'importe quoi, hein, juste que j'y connaissais pas j'y connaissais rien. Mais j'avais jamais trouvé ça vraiment. Comment ouais, c'est une notion de saveur, vraiment de se dire, mais c'est bon à boire en fait. C'est le goût est agréable en fait, tu vois. En fait, Et ce qui est intéressant avec ton profil, tu vois, de novice, quelque part, pour avoir fait passer du temps avec toi et donc avec Romain, qui a une cave incroyable et qui achète du vin depuis bien plus longtemps que moi, donc en garde depuis bien plus longtemps, c'est que tu es novice et tu es curieux et tu arrives avec aucun bagage. Et le gros problème en France, c'est que tout le monde connaît le vin. Enfin, je parle des darons, hein, dire, les plus jeunes s'en foutent un peu. Mais il y a un côté statutaire avec le vin aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, hein, le père, les grands-pères, ouais, je connais le vin, je sais ce que c'est, non, non, non. À partir du moment où tu penses que tu connais quelque chose, ça devient compliqué. Toi, je trouvais ça génial, c'est que tu arrives avec, genre, moi, je ne connais rien, par contre, je suis hyper ouvert, allez-y, je veux bien goûter tout ce que vous voulez. Pas de préjugés, rien du tout. Et au final, bah, tu es le dégustateur parfait. C'est-à-dire qu'en fait, tu ressens juste, sans a priori, le truc. Et moi, j'adore quand on fait des bouffes et qu'on te fait goûter des vins parce que tu as la justesse absolue parce qu'en fait, tu n'as pas d'a priori. Et en fait, tu dis juste ce que tu ressens. Ah, tiens, j'aime bien ça parce que, j'aime bien ça parce que. Et tu t'en fous de savoir si c'est un Chambol Musigny premier cru incroyable à 100 balles la bouteille ou si c'est un petit Cahors à 5 balles la bouteille, t'en as rien à cirer, de toute façon, t'en sais rien du tout. Mais par contre, tu dis ce que tu ressens. Et ça, pour moi, en fait, c'est ce qui a le plus de valeur. C'est vraiment le plus important. ouais, c'est marrant parce que ça rejoint une discussion. Enfin, je trouve qu'effectivement, en France, ce que tu dis sur le vin, en fait, il y a aussi un côté élitiste dans tout ce qui est artistique en France, où on essaie de nous faire croire, ou du moins qu'il faut connaître pour apprécier. Et que, par exemple, j'ai cette réflexion sur l'art moderne, en fait. Je trouve qu'il y a cette espèce de préjugé selon lequel il faudrait s'y connaître en art pour apprécier de l'art moderne. Alors qu'en fait, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire découvrir à des enfants. C'est ce qu'il y a de plus simple, en fait. Bien sûr. Et c'est de les emmener et de leur dire, mais t'aimes ou t'aimes pas. Si tu aimes, qu'est-ce que tu aimes dans... Si ça te plaît, pourquoi est-ce que tu aimes? Si t'aimes pas, pourquoi est-ce que tu n'aimes pas en fait? Et ça, c'est vraiment une porte d'entrée, je trouve, pour n'importe quelle discipline artistique. Et ce qui est intéressant à la fois entre les vignes, sur les vignerons, et puis dans le dernier où il y a sur les passeurs de vin, c'est cette nuance qui est pas, c'est pas facile de mettre le doigt, je trouve, dessus entre artisanat et enfin entre artisan et artiste en fait. Est-ce que toi, tu arrives à est-ce qu'il y a une différence pour toi? Est-ce que c'est la même chose? Parce que tu as quand même cette même volonté de produire la chose la meilleure possible et avec une forte personnalité en fait. Ça se ressent vachement, je trouve, à la fois chez les cavistes et les restaurateurs que tu as interviewés ou aussi bien sûr chez les vigneronnes et vignerons. Tu sens que c'est vraiment le produit de leur... alors je vais pas dire de leur âme, ça serait peut-être aller un peu loin, tu vois, mais c'est vraiment extrêmement intime en fait Ouais, comme procédé. totalement. Alors, en fait, c'était la conclusion un peu de, je pense que tu t'en souviens, quand on a sorti en 2018 le numéro 2 sur les vignerons d'Auvergne, où en fait, on avait quand même accroché, ah, on fait vraiment du vin en Auvergne, parce que personne ne pense qu'on fait du vin en Auvergne. Et en fait, là-bas, on a des artisans incroyables, des vignerons, des vigneronnes qui sont incroyables, et qui sont vraiment ce qu'on appelle des artistes. C'était la conclusion un peu de ce bouquin, de dire qu'ils étaient à la fois artisans et artistes. Pour moi, la différence, alors ça peut se mêler, on peut être un artisan et un artiste. La plupart du temps, c'est juste que artisan, on choisit de l'être, c'est-à-dire qu'on veut faire un petit produit en petite quantité de façon artisanale, c'est-à-dire que la plus simple du monde,
sans lancer une usine à gaz avec des volumes incroyables, etc. Et donc peu d'investissement, peu de matériel. Et artiste, en fait, on ne le choisit pas, c'est les autres qui décident pour toi, qui disent ah mais toi, tu es un artiste. Mais en fait, le mec, il fait juste de son mieux, il fait comme il pense que c'est bien. Et derrière, les gens disent waouh, putain, c'est incroyable ce que tu fais. La plupart du temps, les gens ils disent ah bah ok, merci, c'est sympa. Enfin, tu vois, moi je l'ai vécu encore. Enfin, ce sera, bon, j'en parlerai tout à l'heure, c'est mon coup de cœur, mais je déguste avec un vigneron du Mâconnais, Pierre Mangue en l'occurrence, je goûte son pinot et je lui dis mais c'est incroyable ce que tu arrives à ressortir dans ce vin. Mais c'est dingue ce que tu fais. Et le gars est en fait gêné et il me dit juste ah bah merci. Mais en fait, lui, il fait juste de son mieux, mais il sait pas Ouais. pourquoi en fait, j'aime. C'est ça qui est incroyable en fait. Lui, il a pas fait plus que d'habitude, il a juste fait le mieux qu'il peut, quoi. Et ça, je trouve ça. C'est pour ça que la plupart du temps, artiste, si tu décrètes que tu en es un, ça va pas forcément marcher. Tu vois, c'est une question d'ego en fait. C'est que tu te dis juste, Hmm. ah bah j'ai un ego, je suis un artiste quoi. Bah, non, en fait, je pense pas. Moi, dans le vin, hein, tout au moins. Après, j'en sais rien sur l'art moderne, je suis pas assez calé là-dessus, mais voilà, dans le vin, je pense que ça fonctionne. Tu es un artisan et tu deviens un artiste aux yeux des autres. Hmm. Ah, c'est une belle, je pense, une belle manière de faire la différence en fait entre l'un et l'autre, effectivement. Ouais. Pour le vin, peut-être. Euh, Pierre, Pierre Armand, tu veux qu'on enchaîne sur nos rubriques? Allez, c'est Qu'est-ce que t'en parti, ouais, ouais, penses? bien sûr. Ouais. Alors Guillaume, on t'avait proposé de participer à nos rubriques actuelles. Par laquelle tu veux qu'on commence, Pierre? Bah écoute, on parlait de musique, on va peut-être démarrer sur ce qui nous a plu musicalement cette semaine. À toi l'honneur, Guillaume. Quel a été ton coup de cœur musical de la semaine? Eh ben écoute, alors moi en musique, je sais pas du tout votre niveau les gars, hein, et donc moi j'écoute à peu près ce que me conseillent mes enfants, et mon coup de cœur de la semaine là, c'est vraiment un morceau de D6 et de Theodora qui s'appelle Mélodrama, que Mhm. j'écoute en boucle depuis. Voilà, je trouve ça. Alors je connaissais évidemment, hein, je fais mon malin, je fais un peu mon daron. Ah, mais vous se connaissez d'ici, ça s'appelait d'ici la peste avant, blablabla. Moi j'ai écouté genre ces J'ai trucs. fait le même Et speech à souvent, ma ah fille. bon, je Donc... connais pas. Peut-être tu ressors les vieux sons et tout. Alors que bon, le mec a l'air à la mode maintenant, mais d'ailleurs, l'album est super. J'ai écouté, je trouve ça vraiment très bien. Et j'avais écouté quelques sons de Théodora. Je trouve ce morceau vraiment incroyable. Je trouve qu'ils ont un timbre de voix. Enfin, voilà, je suis assez fan. Je trouve ça vraiment très beau, quoi. Voilà. Et puis c'est rythmé, puis tu fous ça le matin, t'as la patate. Voilà. Très cool. Mais je Je- l'ai découvert la semaine dernière pour exactement les mêmes raisons que toi, Guillaume. Donc c'est Ouais, bien. On ouais, est je me bien doute raccord. qu'on partage à peu près les mêmes Ouais. sources. Surtout que je pense que c'est même plus Théodora que écoutent nos enfants aujourd'hui Oui, avec un featuring de DC's que le contraire, hein, puisque C'est ça. Théodora elle est déjà annoncée dès maintenant au Festival Mars Attack l'an prochain à Marseille, genre en tête d'affiche absolue, tu vois. Donc bon, premier nom annoncé, c'était pas DC's, hein, je vous rassure. Oui, oui, bah, je me doute bien. Mais le morceau Mélodrama, je crois, est présent sur les deux albums, quoi. Donc, Mhm, je sais pas qui feature qui, ok. quoi. Voilà. c'est ça. C'est équilibré. Pierre Armand, c'est quoi toi ton coup de cœur musical? Moi, je pars en Angleterre. J'ai failli partir aux États-Unis. Théo, tu sais que ce vendredi, l'album de La Soul est sorti, le nouvel album de La Soul. Tu as suivi cette histoire quand même. Ils avaient dit Bien on n'en sûr. fait plus. Finalement, on en fait un. Il y a quand même on parlait de featuring très intéressant. Il n'y a pas Théodora, mais il y a quand même Q-Tip. Il y a, il y a du très très beau monde. Il y a Nas. Il y a vraiment de belles personnes. Je me suis pas encore totalement plongé dedans. J'avais jouer le morceau avec Q-Tip, mais alors ça tombe bien parce que tu vas vite faire le rapprochement. Il y a un album qui s'appelle Between the Lines. Alors là, c'est pas Between the Vines, mais Between the Lines qui est sorti. Un artiste qui s'appelle Oliver Knight, donc entre les lignes, sur le label anglais True South. Et là aussi, lui, je l'avais pas vu venir. On parlait d'un featuring. Quand tu lances un morceau qui s'appelle Boss, comme je vous disais tout à l'heure quand je suis avec vous, c'est le premier truc que je vous dis, puisque à chaque fois que je vous envoie un message, c'est le premier mot que je vous mets. Et qu'en plus, il y a un featuring de Roots Manuva par derrière. Alors lui, je ne l'avais pas vu venir et je l'ai pris plein badin. Et voilà. Premier truc, c'est que je l'ai écouté dans la rue. Je l'ai arrêté tout de suite. J'ai dit, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à la maison, on va se mettre soit un bon casque, soit on va pousser le son à fond. Alors peut-être pas à fond parce que je pense que j'aurais fait exploser la maison, mais voilà, donc c'est two step grime à mort avec la voix de Roots Manuva derrière, comme on le connaît. Il n'y a pas de prise de risque, hein, c'est du Roots Manuva comme on l'aime, mais voilà, ça vaut le coup, ça s'appelle Boss, c'est Oliver Knight avec Roots Manuva. Très bien, c'est noté. Moi, écoute, c'est en deux parties.
Le premier, c'est la semaine dernière, tu sais, je te parlais du nouveau projet du producteur français Della, qui a sorti une beat tape qui m'a vraiment beaucoup plu, qui s'appelle Jour et Nuit. Et cette semaine, il a sorti la deuxième partie, Nuit et Jour. Donc voilà, ça fait face A, face B, Jour et Nuit, Nuit et Jour. Donc c'est une beat tape instrumentale. Voilà, c'est vraiment très très bon, des morceaux courts, hein, comme souvent sur ce type de format, avec une grosse influence, je pense, JD, Pete Rock et compagnie. Donc allez écouter ça. Et mon autre coup de cœur, c'est pour le coup, c'est pas du tout une nouveauté. C'est cet album de Showbiz Energy dans lequel je suis retombé cette année. Donc là, vrai gros boom bap 1992, des samples jazz, des gros breakbeats, et ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Je me suis repris une claque monstrueuse. C'est là-dessus que moi que j'ai découvert Bigel. C'est parce que je réécoutais l'album de Bigel dont je te parlais la semaine dernière, Pierre Armand, que j'ai remis l'oreille là-dessus, et ça a pas pris une ride à mon sens. Donc voilà, Showbiz Energy, Runaway Slave, leur premier album sorti en 92. Voilà pour mon coup de cœur musical. En tout cas, ils étaient à cette époque-là très très forts en production, très très forts en rime, mais nuls en DA. Je vois pas à quel moment. Je suis d'accord avec toi. Il y Ils en sont en a jogging pas un qui tient la route. Non, non, mais la typo, les Ouais, mélanges de qui va. couleurs au-dessus, c'est immonde. Pourtant, c'est Mercury, hein, c'est des gros labels, hein, Oui, il y a un mec, il a normalement, dit, mais... il a montré ça, il a dit, ça y est, cette fois je l'ai. Ah non, ouais, exactement. C'est vraiment catastrophique. Guillaume, est-ce que tu as eu un coup de cœur, sinon autre que musical, cette semaine? Ouais, bah alors comme je vous disais, donc tu m'as dit que je pouvais faire large, donc bah, je vais faire un coup Ouais. de cœur, je vais faire un coup de cœur vin. J'ai rencontré, c'est deux vignerons. J'ai rencontré deux vignerons la semaine dernière dans le Mâconnais. Donc Mâconnais, c'est la région sud Bourgogne. J'habite par là, donc pour moi, c'est mes voisins, donc c'était facile d'aller les voir. Et donc le premier, c'est Pierre Mangue, dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, donc c'est un vigneron qui est du Mâconnais, qui fait du blanc et du rouge, donc c'est du chardonnay et du pinot noir. Il a enfin trois cuvées de blanc maintenant et une cuvée de rouge. C'est une reconversion, je pense que ça doit être son troisième ou quatrième millésime. J'ai découvert son vin dans un restaurant qui s'appelle Éphémère dans le Beaujolais. Là aussi, alors, c'est la parenthèse dans la parenthèse, c'est un restaurant éphémère qui n'ouvre qu'en juillet, août, chez un vigneron qui s'appelle Yvon Métra. Et donc, c'est sa femme qui fait la bouffe dans le jardin. Voilà, vous pouvez réserver là-bas et vous mangez les légumes du potager, vous buvez les vins de son mari et dans un cadre magnifique. Voilà. Et j'avais découvert, donc vous avez une carte de vin, vous avez acheté la bouteille de vin 20 euros, quoi. Et j'avais découvert ce vin là-bas, de Pierre Mangue. Depuis, bah, je suis allé le voir plusieurs fois. J'adore ce qu'il fait. Son dernier millésime, là, c'est les 2023-24, il sort en même temps. C'est waouh, incroyable. Et comme c'est comme souvent le cas, il m'a dit, ah bah tiens, moi j'ai un copain qui s'installe juste à côté. Et si tu veux, on va le voir. Bon, c'était juste à côté à 45 minutes. Enfin, ça va. Et donc j'ai rencontré ce gars qui s'appelle Romain Lançon. Donc lui, il n'a pas encore sorti de vin, donc voilà, vous pouvez noter ce nom-là. Moi, je pense que c'est un mec qui va faire des très grands vins dans un style. Donc lui, il est vraiment à côté de Mâcon, donc plus proche de la ville de Mâcon. Évidemment, tout le monde est bien à la campagne. Et il sort un premier vin, il a fait que 900 bouteilles, ce qui est vraiment très peu. C'est un vin donc sur le millésime 2023, il a fait 2 ans d'élevage, c'est-à-dire il a gardé 2 ans avant de le commercialiser, donc là, il va le commercialiser là en fin 2025, donc il aura gardé ce vin pendant 2 ans. Et donc c'est un assemblage Pinot Gamay qui va sortir chez les cavistes prochainement. Et c'était un vrai coup de cœur, un mec pareil qui a été formé au vin naturel, qui fait tout de façon très très naturelle, hyper sympa dans son garage, quoi, enfin dans sa maison avec 3 cuves et des moyens dérisoires. Et voilà, il réussit un vin qui est très propre, sans défaut, magnifique. Voilà. Ça, c'est mes coups de cœur vin, mais j'avais quand même un autre petit truc que j'ai fait en 2 temps. Et là, je vais faire beaucoup plus court. J'ai un coup de cœur série. Alors, c'est comme toi, Théo, c'est pas du tout récent, mais je suis tombé dans la série Shameless depuis Ah, un ok. mois. C'est très long, il y a 11 saisons. Je suis pas du tout au bout. Et en fait, j'adore cette série. Je trouve ça incroyable. Franchement, alors moi, j'aime beaucoup les séries, on en a déjà parlé, mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont la chance de ne jamais avoir jeté un œil à cette série Shameless, eh ben, quelle chance vous avez, je vous conseille vraiment. Elle est présente, là, je crois que c'est sur Netflix, là, il y a toutes les saisons. C'est vraiment incroyable, c'est l'histoire d'une famille de South Chicago, donc des gens, on va dire, très pauvres, avec 2 parents toxico-alcoolos catastrophiques, mais très très drôle, c'est très marrant. C'est à la fois dramatique et très drôle. Je trouve que c'est ce que ça fait vraiment faire les Américains, c'est extrêmement bien joué, même les seconds rôles, tout est extrêmement bien joué.
Parfois, c'est très glauque, parfois, c'est extrêmement drôle. Donc, voilà. William H. Macy's, là, qui joue le père, est Incroyable, ouais. incroyable. Et voilà, moi, ça, c'est vraiment la série qui est mon petit coup de cœur là, que j'avais pour affronter les deux gros bouclages là, d'octobre à Oui. novembre. Ça me faisait du bien. Voilà. Pour l'anecdote, j'étais bien rentré dans cette série et tu dis il y a parfois des trucs glauques. Il y a un truc qui m'a quand même glauquisé qui fait que je suis sorti, Ah ouais? Ah, ouais, vas-y, ouais. c'est quoi? Dis-moi. Non, je vais pas faire de spoil. Je Pose vais pas pas. faire de spoil pour les gens qui connaissent pas la série. Je te le dirai après. Mais Ok. par contre, ouais, l'acteur, il est incroyable cet acteur. Ouais, c'est vraiment. Effectivement. Ouais. Et il y a je me souviens plus de son nom là, cet acteur là maintenant qui a fait. Ah, si j'ai oublié son nom, qui joue un des fils là, qui est celui qui est brillant là, qui Ouais. va à l'univers, enfin qui, on va pas spoiler là, mais qui est très intelligent et qui a fait une série maintenant très très connue aussi dans le milieu de la restauration et qui est l'acteur principal du film Springsteen là. Vous voyez, qui vient de Ah, sortir là. tu sais que j'avais pas du tout fait le lien en fait. J'avais pas Ah du ouais, tout fait le c'est lien. lui, Ouais. là, il est tout jeune au début dans la Ouais. série et là, bon, aujourd'hui, il doit avoir peut-être, je pense, peut-être 30 ans, peut-être ce mec. Et là, c'est l'acteur principal de ce film sur Bruce Springsteen. Ouais, parce que comme j'avais vu la série avant qu'il fasse des films, je pense, du coup Mm. derrière j'avais pas suivi. Je vais te retrouver son nom tout de suite. C'est Jeremy Allen White. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec les pubs pour ses sous-vêtements, là. Ouais, Alors, surtout c'était dans ça. The Bear. Ouais, ben voilà, et la série The Bear, exactement, celle que je cherchais, où il joue le rôle d'un chef, là, c'est ça. Que j'ai pas Mm. vu, mais voilà. Donc, très bons acteurs. Et toi, Pierre, à moi, quel était ton coup de cœur? Moi, déjà, quand tu m'as parlé des éphémères à Mâcon, pour moi, j'ai cru que c'était un coiffeur. Tu sais, avec le HAIR à la fin, tu vois. À la fin, HAI. Ah ouais, FMR, ouais, bien vu. Voilà, je voyais ce truc-là. Moi, on n'est pas content. On n'est pas content parce que la presse écrite se porte pas ultra forcément bien, mais quand en plus on est touché par un phénomène de copieur, voilà, Regarde ça, Guillaume, sérieusement. je suis pas content. Voilà. Oh là 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 là. Voilà. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, on va peut-être parler avec Théo, on reparlera de ce MOOC French Touch, mais Guillaume est là, donc il peut me dire à chaque fois qu'il me donne des, euh, des papiers à faire, je pense que déjà, il me donne une deadline qui est totalement fausse parce qu'ils savent que je vais leur rendre beaucoup plus tard, donc je pense qu'il y a un complot derrière tout ça, mais un jour je le saurai, j'aurai fait un mot là-dessus. Bon, il faut savoir que généralement, un article qui fait 8-10 pages, c'est à peu près combien? 25 000 signes, quoi. 25 000 signes. Ouais. Donc, on me demande de faire dans le MOOC French Touch 25 000 signes que je pense que je pense que j'ai pulvérisé le truc, mais c'est pas grave, sur le quai 54. Donc, je trouve déjà que c'est je me dis, waouh, il va falloir un petit peu réduire le truc. Et Théo, comme ça, un petit peu, une fois que tout est fini, il me dit, donc 25 000 signes, ça fait à peu près 8 pages sur le quai 54, donc c'est quand même un défi. Il me dit, est-ce que ça t'embêterait, puisque sur la pochette, est-ce que tu peux remontrer la pochette du MOOC sur Ouais. la pochette, il y a en bas à gauche un petit duo français de musiciens qu'on connaît bien. Il me dit, est-ce que tu peux me faire 3000 signes sur Daft Punk? Donc, c'est-à-dire un défi impossible, surtout pour moi qui adore ça. Et donc, j'ai fait ce petit truc sur Daft Punk, mais heureusement, il y a des gens bien plus spécialistes que moi qui ont sorti ce magnifique hors série de Tsugi sur la French Touch, alors sur la période 93-2001, puisque c'est celle-là dont on parle, avec énormément. Alors, il y a des vieux entretiens, sorte d'anthologie. Voilà, il y a de superbes photos sur Philips Dar, sur Motorbass, sur Cassius, bien évidemment, sur Pedro Winter. Mais c'est aussi album par album, c'est année par année. Il y a des producteurs, il y a des musiciens, il y a des. Ça parle de soirées, voilà, la French Touch sur les dance floors. Donc, c'est énormément de formidables souvenirs. Et je pense que Guillaume, on en parlait ensemble et tu disais combien ça t'avait rappelé certains souvenirs. Carrément. Voilà, c'est passionnant parce que c'est sur la vraie période de la French Touch que l'on a connu, nous, à la fois sur les labels aussi, un gros focus. Donc voilà, c'est Tsugi qui a sorti ça.
Ça coûte 25 euros. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. C'est un vrai magazine intemporel et c'est tout ce qu'on aime. Voilà, avec un beau flight case dessus qu'on aimerait tous avoir. Et si on a tous eu à un moment ces autocollants qu'on n'a plus, mais notamment celui-là, le Super Discount, là, on l'a forcément eu à un moment donné. Donc voilà, je vous conseille, puisque vous, en plus, regardez, la tranche se met parfaitement avec le MOOC. Vous Oui. avez un double French Touch, donc c'est parfait. Excellent. Ceci dit, je regrette pas du tout de t'avoir mis au défi, Pierre Armand, parce que ton papier sur Daft Punk, il est vraiment top. Je le dis en toute honnêteté, c'est dans la Oui, partie haute culture justement du MOOC. Je vous invite ça dans le partage, train. je partage à 200% Théo, j'ai adoré ce papier, j'ai trouvé ça, je te l'ai dit d'ailleurs tout de suite. Ouais, c'est Pierre, gentil. je t'ai dit, super, ça m'a rappelé des souvenirs, petits frissons, petites larmes à l'œil, magnifique, non, franchement super. C'est ça. Bah, Super. c'était le but. Non, bah, bravo. Et toi, Théo, ton coup de cœur? Eh ben écoute, c'est un livre, c'est NBA Signature. Voilà, la dernière production aux éditions Amphora, signée Vincent Reculot et Adrien Pompuy. C'est comme toujours avec ces livres-là, c'est super bien illustré. Ouais, super. J'ai trouvé vraiment que le concept était très cool en fait. Donc ça s'appelle, c'est sur les signatures. Donc c'est à la fois, on peut retrouver à la fois des signatures moves. Des moves signatures, mais aussi des anecdotes. Donc, il y en a une sur Larry Bird avec le fameux Joyeux Noël adressé à Chuck Person, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est des moments signature, en fait. C'est autant des moments que des mouvements. Il peut y avoir les deux. Tu vois, là, je monte des moves. sur Kobe. Bah, là, c'est sur Pump Fake avec le fadeaway. Donc, c'est à la fois l'un ou l'autre. C'est sur... on retrouve les 30 franchises NBA. Et voilà. Donc, par exemple, là, sur le... Il y a le pull-up jumper de Jerry West, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la no-look pass de Magic Johnson, avec vraiment des illustrations très très cool. Je vous le montre à nouveau, là, celle-ci, elle est chouette, je trouve, en mode 45 tours de Magic qui fait une passe dans le dos. Voilà, c'est aux éditions Amphora, ça s'appelle NBA Signature, et c'est donc signé de Vincent Reculot et Adrien Pompuy. Ah oui, qui avait fait le NBA Nicknames il y a... Ouais, absolument. Qui avait été décliné, et qui sont déclinés ces livres en agenda, en plein de trucs. Donc, vous le trouvez partout. Et pourquoi Magic sur un 45 tours avec marqué Kind of Magic, toi qui connais bien, toi qui t'y connais en rock, Théo? Ah. Moi je l'ai. Ah, vas-y, Guillaume, sauve-moi. C'est Queen. Mais bien sûr. Ah. Queen, qui était la bande originale du film. Attention, ce single. Ah, je l'ai pas. Highlander. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est vrai, totalement. Il est bon, Pierre Armand, là, sur les 80s, là, il domine son sujet de la tête et les épaules. C'est la grande culture, ça. Quel talent. C'est de l'art contemporain. Guillaume, tu m'as dit que tu avais préparé une relique. Oui, j'ai une relique. Alors, je suis pas allé dans le sneakers game, etc., parce que mon maître en la matière est présent sur ce plateau. Je ne dirai pas qui est qui. Alors moi, j'ai prévu... C'est un livre, en fait. Comme on était là pour parler un petit peu de ce livre Entre les vignes, j'ai un livre qui s'appelle Mes aventures sur les routes du vin de Kermit Lynch, qui est en gros le livre qui m'a donné envie d'écrire Entre les vignes, qui m'a donné envie de reprendre la plume, parce que moi j'avais, comme on l'a pas dit, mais moi je n'écris rien sur Reverse. Je m'occupe de tout ce qui est petites couleurs et dessins. Mais voilà, ce bouquin donc, est sorti en 2004. Kermit Lynch, en fait, c'est un importateur américain très connu, qui est très âgé maintenant, mais qui a sillonné toute la France et qui cherchait à l'époque, il y a longtemps, on ne parlait pas vraiment de vin naturel, parce que c'est un truc un peu récent, le vin naturel, quand même. Mais à la fin des années 80-90, il cherchait donc des vins, on va dire, de terroir, avec des vignerons, des artisans, donc des choses dont on a parlé. Et il raconte, en fait, dans ce bouquin, ses road trips qui passent dans la Loire, en Alsace, dans le Rhône, etc. Les hôtels miteux, les rencontres incroyables avec des mecs hyper bourrus. Enfin, c'est très drôle. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Il y a une préface de Jim Harrison, quand même. Donc ça, c'est plutôt... Ah oui. Cool, un grand auteur américain. Exactement. Donc, Kermit Lynch, c'est une énorme pointure dans le monde du vin. C'est vraiment quelqu'un de très connu. C'est un très, très gros importateur américain. Distribué en fait sur la côte ouest, je crois, et aussi sur la côte est, on va dire dans les grandes villes, New York, Los Angeles. Et aujourd'hui, c'est totalement... Il a toujours sa société, mais c'est des gens qui travaillent pour lui, pour sa société. Voilà, ce bouquin-là, moi, si vous aimez le vin, alors vous ne le trouverez pas neuf, vous le trouverez d'occasion. Moi, je l'ai acheté d'occasion à l'époque, mais on peut le trouver d'occasion sur pas mal de
de choses. Donc voilà, moi je l'ai lu en français, hein, ceux qui sont très bons comme vous les gars en anglais, n'hésitez pas à le lire en anglais. Mais bon, voilà. Mes aventures sur la route des vins de Kermit Lynch, et c'était aux éditions Payot à l'époque. Voilà. Cool, ouais. Je me rappelle que tu m'en avais parlé, effectivement, quand on avait commencé à parler du premier volume d'Entre les Vignes, là, tu m'avais parlé de ce livre. Ouais, et c'est 2004, hein, je rappelle. Ouais. L'année de publication, c'est 2004. Si je dis pas de bêtises. Oh là là, pardon, je dis n'importe quoi, c'est la réédition 2004. L'année de publication, c'est 1988. Voilà. Ah oui, donc il avait été vraiment... Ok, ah oui. Hyper précurseur. Culte, Hyper ouais. précurseur. Non, totalement. Et c'est la réédition, effectivement. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu as déniché dans ton placard d'Alibaba? Je suis à New York en 2013. Et j'avais pris, tu sais, ces petits sacs là, comme ça. Là. Alors, ça va parler à Guillaume, hein, les couleurs, forcément. Oui. Sauf que Théo, Guillaume, regardez cette fierté. Wow. Pierre Smith. Ah, faut que tu le décrives pour les gens qui nous écoutent. Alors, c'est donc le maillot bleu d'Enix sur un sac, vous savez, avec les lanières sur le côté, que vous refermez. Ils font cette espèce de baluchon, avec donc le logo d'Enix en haut, et le numéro 8 est marqué Smith en haut. J.R. Smith, à l'époque où il se mettait à genoux, il faisait son fameux sigle à 3 points au Garden. Voilà, je te disais que j'avais eu un peu la haine de porter un maillot de J.R. Smith des Cavs quand on disait de quoi on avait un peu honte. Mais lui, je le porte avec tellement de fierté, et ça permet de rencontrer des gens parfois. Parce que quand tu as un gars, tu as ça, genre l'été, tu portes ça quelque part, et que tu as un gars au loin qui te fait un clin d'œil ou quoi que ce soit, tu sais que tu vas te faire un pote. C'est genre, you know, I know, you know. Excellent. Et ben tu vois, apparemment, je pense, on a été connectés parce que moi aussi, ça fait arrive rarement qu'on soit connecté, Théo. Attention. à ce segment du Hoop Culture de la semaine dernière. Donc moi, il fallait que je prouve quand même que j'avais pas pipoté quand je disais que j'avais un maillot Ron Artest. Des Kings. Avec le numéro de match qui s'est pris de suspension. Exactement. Numéro 93 des Sacramento Kings. Passe une spéciale dédicace à Olivier Richaud, mon super pote, qui m'avait ramené ça de Sacramento, lui qui est fan de la ville et pour y avoir vécu, et qui pleure en voyant ce que les Kings font cette année encore. Donc voilà, ça. Et tu sais que maintenant, en fait, je pense que je serais plus prompt à le mettre aujourd'hui, tellement c'est culte, qu'à l'époque où il me l'a offert. Là, il y a moins de briller là, en sortant ce maillot-là. Ah ouais, magnifique. Tu peux te marier avec, hein. Très bien. Le jersey que je rêverais d'avoir, c'est le jersey de Rachid Wallace aux Hawks. Il a fait un match. Ah ouais, je savais même pas qu'il avait fait un match, moi. Il a participé à un match avant d'être envoyé à Détroit en 2004. Là, donc ça c'est culte. D'accord, en effet, ouais. Ben voilà qui, pour refermer ce chapitre. Juste ici, une chose importante quand même, on a parlé d'Entre les Vignes, Guillaume, comme pour Rivers, donc c'est petite édition, c'est en indépendant, et ça se trouve pas partout. Totalement, oui, alors c'est même beaucoup plus petit que Rivers, on peut dire, on en fabrique beaucoup moins, donc c'est vraiment, effectivement, c'est un bouquin de niche. Alors vous pouvez effectivement le commander dans les librairies, c'est évidemment pas présent distribué sur ces grandes plateformes qu'on appelle Amazon, Fnac, etc., où on ne veut absolument pas mettre nos livres, donc ils ne seront pas là-bas. Mais en revanche, ils sont disponibles, enfin ce livre est disponible en pré-vente, donc comme Rivers, hein, si vous avez l'habitude d'acheter les Rivers, c'est en pré-vente jusqu'à la fin de la semaine. Donc comme pour Rivers, on offre les frais de port. Voilà, donc pour cela, il faut se rendre sur le site d'Entre les Vignes, c'est entrelesvignes.net. J'imagine peut-être que Théo, tu pourras mettre ce petit lien dans la description de la vidéo, ça sera magnifique. Voilà, ceux qui veulent soutenir les éditions Rivers ou offrir un beau cadeau à papa, à Noël ou à tonton, ou pour eux-mêmes, n'hésitez pas. Voilà, c'est vraiment, honnêtement, on est assez fiers quand même d'avoir sorti ce bouquin. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, on a mis 4 ans quand même à le faire, donc on n'a pas été hyper rapide. C'est vrai que c'est vraiment plus un job passion qu'autre chose. On fait ça plutôt le week-end, c'est moins régulier que le travail qu'on fait pour Rivers. Mais on est hyper content d'avoir fait ça. C'est vraiment, je pense que c'est pas décevant. C'est vraiment quali. Donc voilà.
en pré-vente jusqu'à dimanche, et puis les expéditions partiront début de semaine prochaine. Voilà. Comme Rivers, hein, honnêtement, c'est vraiment c'est des beaux livres à feuilleter. Les photos de Harry sont magnifiques. Donc, il y a vraiment cette capacité, je trouve, à traverser, à se plonger dans des endroits, dans des atmosphères, dans des ambiances, et découvrir, au-delà même du vin, ou là, pour le coup, de ces passeurs de vin, des histoires de vie quand même qui sont parfois assez improbables ou toujours très marquantes, je trouve. Eh ben, super. Voilà, bon, Pierre-Armand, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Haute Culture. Avec grand plaisir. Tu vas pas nous laisser pour rejoindre la rédaction de Tsugi? On en reparle. Okay. Il va falloir l'augmenter. J'ai eu un appel de Nico Harrison. J'ai eu un appel de Nico Harrison et il cherche des gros coups, donc on en reparle. Voilà. Ok, très bien. Bon, à la semaine prochaine, vous verrez si on fait Hoop Culture toujours ou si c'est Vin Culture avec Guillaume et moi maintenant tous les dimanches. Ça sera la surprise. Trax Culture. Moi, ça me va bien, hein, on fera ça, hein, c'est pas grave. On lui met la pression sur le marché des transferts. Voilà, exactement. Jamais de la Merci vie. de m'avoir invité, en tout cas, les gars, c'est gentil. Avec grand plaisir comme toujours. Passez une super semaine. Vous savez que si vous nous suivez, c'est que vous devez quand même apprécier un peu le basket. Sur Basket Session, il y a toutes les infos sur nos plateformes, les CQFR avec Chai et Antoine bien entendu, et tout le reste. Et puis, profitez bien de la semaine et on vous dit à dimanche prochain. Ciao. Salut à tous. Salut.